Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre émission Écho du Palais. C'est l'heure de vous informer sur l'actualité judiciaire. Mesdames et messieurs, nous recevons Maître Joséphine Mbela. Nous allons parler sur les assises des États généraux sur la justice qui se sont passées à Kinshasa il y a quelques jours. Quelles sont devenues les résolutions? Où est-ce que nous en sommes? Quelle a été la thérapie que les participants ont proposée à la nation congolaise pour guérir cette justice qualifiée de malade pour plus d'une personne? C'est autour de ces questions que nous allons devoir aborder, échanger avec Maître Joséphine Mbela, qui est de l'Association congolaise pour l'accès à la justice. Maître Joséphine, bonjour. Bonjour Madame Chantal. Et bienvenue à notre émission. C'est moi qui vous remercie de l'opportunité. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Maître Joséphine. Vous avez été partie prenante aux assises sur les états généraux de la justice. Je voudrais savoir, au lendemain de la clôture de ces assises, quel est le sentiment qui vous anime après avoir pris part à ces activités où vous étiez censé apporter une thérapie à la justice congolaise? Alors, merci pour la parole. Au lendemain de ces assises, nous avons un sentiment de satisfaction d'abord. Ok. Pourquoi satisfaction? C'était 2 longues, intenses semaines avec les difficultés, les esprits négatifs et positifs, les tout mélangés, mais nous sommes parvenus à atterrir sans casse, si on peut le dire. En douceur, vous êtes sûr? En douceur. Mm-hmm. Je reste convaincue, malgré les réactions des uns des autres, nous avons quand même atterri en douceur. Je retiens que vous êtes satisfait, malgré que les autres ont émis certaines réticences, certains se sont plaints, nous allons y arriver. Mais je voudrais savoir, est-ce que c'était opportun d'en parler? Est-ce que c'était nécessaire d'y revenir? C'était quoi en fait la particularité de ces assises? Parce que tout le monde décrit les abus, tout le monde décrit, chacun a un peu les caractéristiques négatives qu'elle dénote dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire, mais d'aucuns se sont demandé pourquoi on a eu à organiser, d'autant plus que les mots sont en fait patents en fait. C'était quoi l'opportunité? C'était quoi l'intérêt? Bon, l'opportunité, est-ce qu'on va parler d'opportunité? Je ne pense pas que ce soit l'opportunité, le bon mot, mais je pense que après avoir dit que la justice était malade, il fallait faire quelque chose. Le président de la République a par 2 fois, il a dit que la justice était malade. La première fois, je ne me rappelle plus très bien de ces mots, mais la deuxième fois qu'il a parlé, il a dit que la justice était malade. Et je pense que c'est par ces mots que le ministre de la Justice et garde des Sceaux a jugé opportun d'organiser ces assises des États généraux pour essayer de la guérir. Mais je pense, à mon sens, et même nous au sein de la CAJ, on se dit qu'en 2015, il y a eu déjà des assises des États généraux qui ont eu 350 recommandations. Et après évaluation, l'évaluation a eu lieu, je pense, à Zongo du 19 août au 3 septembre 2024. Dakar, j'y ai pris part. À CAJ, j'y ai pris part pour essayer ensemble avec le groupe thématique de droits humains, parce que c'était eux qui avaient la responsabilité de faire cette évaluation, bien sûr avec l'accompagnement du PNUD, pour essayer d'évaluer la mise en œuvre. Mais les résultats, tout le monde le sait, les catastrophiques. C'est pour ça que nous, en son temps, quand l'idée a germé au niveau du ministère, on s'était dit, l'étape cruciale était d'évaluer vraiment de fond en comble pourquoi ça n'a pas marché. Et c'est seulement au sortir de ces évaluations que l'on allait envisager
organiser les états généraux. Ça, c'est nous, au niveau de la cage. Mais bon, après, le ministère s'était déjà lancé. Le ministre de la Justice avait déjà sa vision. Il a voulu l'amener jusqu'au bout. Bien sûr, il a fait ses étapes. Il a fait les consultations populaires. Ensuite, il a organisé l'évaluation qui a pris, je pense, une semaine aussi, 1 ou 2 semaines, du 19 août au 3 septembre. Ils ont quand même procédé à l'évaluation. Et l'évaluation, on a rendu plus public lors de ces assises les résultats qui ne sont pas glorieux. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait finalement creuser, aller plus loin pour se dire pourquoi est-ce que malgré qu'il y a eu des états généraux, des recommandations, pourquoi, qu'est-ce qui freine? Les responsabilités aujourd'hui sont partagées. Il y a le manque de volonté. Le gouvernement a sa part également de volonté. Il y a le Conseil supérieur, le ministre de la Justice également. Les prédécesseurs n'ont pas exécuté les recommandations de 2015. Voilà pourquoi, à mon sens, et au nom de la cage, on s'est dit que c'est peut-être une voie des sorties en se disant s'il y a des nouvelles assises des états généraux, ça pourrait être l'occasion de revenir sur les recommandations qui avaient déjà été coulées en 2015. Parce que ces recommandations-là, aujourd'hui, c'est ça qui forme la politique de réforme de la justice qui va jusqu'en 2026. Mais est-ce que, en comparant les résolutions de 2016 et celles de 2024, pratiquement 9 ans après, est-ce qu'il y a ressemblance? Est-ce qu'il y a c'est vrai que ça n'a pas encore rendu public, mais il y a quand même des éléments nouveaux? Alors, ce que je pourrais dire, les rapports n'est pas encore publié, mais pour avoir circulé dans les différentes commissions et d'avoir lu les anciennes recommandations de 2015, il y a beaucoup de similitudes. Il y a beaucoup de similitudes, ça veut dire que les problèmes persistent. Ce problème de la maladie de la justice ne date pas d'aujourd'hui. Donc, comme pour dire que certains qui disent qu'on a fait dépenser à l'État inutilement, ont peut-être raison. Non, on n'a pas dépensé inutilement. Pourquoi? Parce que une autre particularité, c'est que c'était ouvert au public. C'est aller plus loin. On n'est pas resté dans les professionnels de droit. On a associé les étudiants, on a associé les agriculteurs, les mamans maraîchères, parce qu'elles ont aussi à dire sur la justice, parce qu'elles sont victimes aussi des décisions qui sont rendues par la justice. C'était l'occasion pour nous d'écouter toutes les couches pour réellement se dire le mal est profond. Cette maladie-là qu'on veut diagnostiquer, comment on va la faire? Il faudrait qu'on ait les avis de tous, même des citoyens lambda qui n'ont rien à voir avec l'administration de la justice, pour que l'on sache exactement par quoi commencer, par où commencer et qu'est-ce qu'il faudrait faire. C'est vrai, c'est ça la particularité que moi, personnellement, j'ai notée, étant donné que j'étais la facilitatrice principale des États généraux 2 semaines durant. Au-delà de ça, nous avons quand même 3 innovations qui font couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Ces innovations sont telles que, aujourd'hui, parmi les mots, parmi les faits qui ont amené, qui ont conduit à ça, il y a eu quand même un début des solutions pour certains qui disent que si ça ne fonctionne pas, c'est parce que il y a peut-être le manque de présence du ministre de la Justice ou du chef de l'État dans le Conseil supérieur de la magistrature. C'est déjà là un problème qui a été soulevé d'une des questions. Et à ce jour, dans les recommandations, on voudrait introduire ou amener le chef de l'État et le ministre de la Justice à siéger au sein du Conseil supérieur de la magistrature, l'ouvrir également aux avocats, l'ouvrir aux membres de la société civile pour pouvoir gérer un peu et voir comment, pas forcément gérer, mais voir comment l'administration elle est faite, comment elle fonctionne. C'est vrai qu'il y a eu 2 camps sur cette question-là. Ceux qui se disent que les faits d'un
inclure le chef de l'État, qui est politique, le ministre de la Justice également est politique. Les pesanteurs qui existent déjà pourraient être fortes. Justement parce qu'ils l'ont décrit, l'influence des politiques, le trafic d'influence. C'est revenu très souvent dans tous les longs des États généraux. Le trafic d'influence, ça c'est la plus grande souffrance qu'ont les gens aujourd'hui, parce que tout le monde vient au nom de la hiérarchie, et qui est la hiérarchie, et c'est ça qui est le plus décrié. C'est pour cela que certains sont réticents en disant, si on ouvre à ces personnes-là, surtout les politiques, est-ce que l'on ne va pas reculer? Parce que l'implication que cela a veut dire que si le ministre de la Justice pourrait demamer les décisions, les dossiers, déjà, pour voir les décisions. Donc, il n'y a plus d'indépendance. Exactement. Et bon, ça c'est d'une part. Il y avait également l'appartenance du ministère public, les magistrats de parquet, au soit pouvoir judiciaire ou au ministre de la Justice. Ça encore, c'est une question qui a soulevé beaucoup. Donc, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je les ai entendus, ils ont dit nous avons un système hybride. Tantôt c'est le pouvoir judiciaire, tantôt c'est l'autorité judiciaire. Il fallait définir à qui appartiendrait ou de qui relèveraient les magistrats des parquets, soit à l'autorité judiciaire, au pouvoir judiciaire, pardon, soit au ministère de la Justice. Voilà. Donc ça, c'est encore une autre question. Et puis, il y avait une question des visas de juridiction. Ce sont les trois questions. Les trois questions qui ont soulevé beaucoup d'encre. Et on a tous vu les débats, l'engouement, les mécontentements des uns des autres et ainsi de suite. Nous avons tous suivi. Mais au sortir, nous avons quand même adopté cela avec les deux options. En se disant sur les questions pour lesquelles il y a des réticences, notamment les trois questions dont j'ai évoquées, on les a adoptées avec les deux options, les options politiques et les options judiciaires, pour voir comment cela va se faire. Parce que ces changements, ça c'est politique. C'est politique. Donc, il faudrait laisser cette partie aux politiques. Le moment viendra. Mais pour les restes, je pense que dans l'ensemble, ça s'est bien passé. On a décrié, on a demandé à ce qu'on installe les cours administratifs, les tribunaux de paix, là où il n'y en a pas, les tribunaux pour enfants également, parce qu'il y a cette carence en infrastructure. Les nouveaux magistrats ne sont pas encore déployés parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Ils sont encore là. Il y a eu, par rapport aux magistrats, il y a également les primes de brousse qui ne sont pas données. C'est pour cela que beaucoup, quand ils sont envoyés en province, n'y vont pas. Parmi les autres recommandations, également, j'évoque comme ça, sans vraiment une logique, il y a aussi l'assurance vie pour le magistrat. Santé, l'assurance. Les magistrats peuvent se frotter les mains. C'est eux, parce qu'il y avait des commissions, il y a eu 9 commissions. Et je pense que les magistrats se sont repartis dans ces différentes commissions où il y a leurs intérêts. Ils ont parlé pour leurs intérêts. Et je pense que ce qu'ils ont dit avait déjà été dit par le passé. Mais il y a un truc que j'ai entendu aussi. C'était dans laquelle des commissions, je ne me rappelle plus, où on disait, je n'ai plus les mots, qu'on devrait dédommager les femmes qui seraient en union libre avec un homme et qui, à la suite, cet homme ne l'épousait pas, il devrait la dédommager. Ça, j'ai entendu. Ça soulevait encore des débats en disant, mais c'est quoi cette histoire? Parce qu'ils se disent que les personnes qui ont siégé ont dit, ce n'est pas normal de prendre une femme longtemps et de la laisser pour aller en épouser une autre. Elle a perdu de son temps et tout, et qu'il fallait la dédommager. Ça a été repris aussi parmi les recommandations. Ce sont des questions dans une qui des sont récurrentes dans les palais. En gros, c'est ça, mais on se dit, et aussi l'autre particularité, c'est le format que cela a pris. Au début, les gens ont critiqué en disant que c'était un format conférence. Parce qu'on a vu défiler les différents orateurs qui chacun a donné
son exposé, on a parlé de fonctionnement, on a parlé des différents systèmes qui existaient. Chacun a donné sa doctrine, on va dire. Chacun a parlé. On en a eu 60. Ça fait beaucoup quand même. Et au point que les gens se disaient, est-ce que c'est là vraiment les États généraux? Ils avaient oublié qu'il allait avoir les ateliers en commission, parce que le vrai du travail s'est fait dans les commissions. Mais à ce jour, c'est vrai que les travaux se sont déroulés, les travaux ont pris fin. On se demande, c'est quoi l'étape qui va suivre après? Alors, l'étape qui va suivre après, c'est qu'on rédige le rapport. Je suppose que le président de la République, le chef de l'État, a déjà reçu sa copie. Ils vont faire un rapport. Il y a d'abord ce rapport synthèse qui va être envoyé au chef de l'État, mais il y aura ensuite un autre rapport final. Le rapport final va prendre en compte le synthèse et bien sûr et tout ce qui s'est passé dans les différentes commissions. On va élaborer un autre rapport ce rapport-là va aussi, dans une mesure, essayer d'être transformé en politique nationale de réforme de la justice. Parce que nous en avons une qui va jusqu'en 2026 et ils vont au niveau du ministère, de la compréhension que j'ai, voir dans quelle mesure prendre celle-là et la joindre à celle-ci, ou encore qu'on finisse celle-ci. Et celle-là, dans tous les cas, elle n'entrera pas en vigueur. Maintenant, nous avons une politique nationale qui va jusqu'en 2026. Ça veut dire que si on doit adopter celle-là que nous avons déjà adoptée et qu'elle passe, elle prendra certainement effet, à mon sens, à partir de 2026. Donc c'est là que je reviens toujours à ma question de l'opportunité. Parce que s'il y aura des réformes qui pourront en fait peut-être demander l'implication du pouvoir législatif pour pouvoir changer certaines choses, certaines réformes qui touchent à la Constitution, je crois que ça va appeler à ce que le Parlement puisse aussi siéger, non? Bien entendu, Dans tout ça là, je me demande si ça ne sera pas une lettre morte et on sera juste en train de se référer. Non, il s'est tenu des assises sur la thérapie de la justice, tout ça, et qu'on ne sente pas vraiment l'impact, parce que ça prend du temps. L'actuel ministre peut partir, l'actuel chef de l'État peut partir. Est-ce que les autres qui viendront après suivront la logique des choses? L'administration continue avec ou sans celui qui a initié une Justement, activité. Mais tout est question aussi de l'intérêt qu'on peut accorder à la chose. Oui, et je pense, à mon sens, qu'il devrait faire en sorte que même celui qui viendrait prenne ces recommandations en compte, parce qu'elles ne sont pas très différentes de celles de 2015. C'est juste avoir de la volonté pour mettre en exécution ces recommandations pour que les choses changent. Il y a autre chose que j'ai oublié de mentionner, c'était le parquet financier. Vous avez soulevé la question des parlementaires. Oui, lors de la prise de parole du chef de l'État, il avait demandé expressément et devant tout le monde à ce que les parlementaires voient dans quelle mesure ils peuvent accompagner. Il l'a dit devant le jour de l'ouverture. Et au niveau de parquet financier, je pense qu'ils sont déjà avancés. On leur avait demandé de travailler sur la faisabilité de la création de ce parquet financier. Parce qu'on sait que la création d'un parquet financier a une incidence, c'est-à-dire elle va appartenir à quelle juridiction? Parce qu'il y a eu des options également sur cette histoire de parquet financier. Certains disaient qu'il fallait des chambres spécialisées au sein des cours et tribunaux. Mais pourquoi est-ce que ça va être différent? Donc il y a autres qui existent. Voilà, il y a des gens qui ont demandé même que l'on ouvre un tribunal, un tribunal pénal pour les questions de la RDC. Et tout, mais je pense que sur ce qui concerne les parquets financiers, c'est déjà bien avancé. Ils ont quand même déjà assez évolué. Il y a aussi une autre chose, puisque je suis avocate, il y a la loi sur les barreaux qui avait déjà en son temps été adoptée à tous les niveaux. On attendait juste la promulgation, mais ça a disparu. Ça n'existe nulle part. C'est comme si elle n'avait jamais été rédigée. Donc ça, ce sont ces questions-là. Je pense que si les choses peuvent aller plus vite,
il y a déjà quand même des bases pour que les choses se fassent, c'est-à-dire la loi sur les barreaux, ça peut déjà aller plus vite. Le parquet financier, je suppose qu'ils sont en train d'y travailler pour que rapidement ça se retrouve au niveau du Parlement, qu'ils étudient aussi la question et voir dans quelle mesure ils peuvent l'adopter ou la renvoyer ou s'ils ne répondent pas aux normes légistiques telles que c'est demandé. Et je pense que ça va cette fois-ci plutôt avancer. Pourquoi? Parce que les recommandations sont presque identiques. Et ce qui veut dire que quelque part, il y aura de la volonté. On va se dire, bon, ça a été repris là-bas. Autant le faire. Tout en espérant qu'il y ait cette volonté de pouvoir changer les choses, Maître Joséphine. Mais au lendemain de la clôture ou de la lecture de ces résolutions au centre financier, nous avons tous vu dans les réseaux sociaux, je veux dire, les plaintes ou la plainte ou le regret que le Conseil supérieur, que les syndicats du Conseil supérieur de la magistrature a eu à émettre sur la place publique, disant qu'il n'était pas d'accord avec ce qui a été lu par le rapporteur. Vous, en tant que facilitatrice, est-ce que vous avez quand même tenu compte de ces allégations ou de ces revendications des magistrats là qui s'étaient réunis pour décrier le rapport qui a sanctionné la fin des travaux? Vous êtes facilitatrice. Et donc, vous avez ce que les magistrats, les syndicalistes ont dit et ce qui a été lu. Quelle est votre position à vous? Alors, je disais ça déjà d'entrée de jeu ici tout à l'heure que le jour de la plénière, les questions soulevées par les magistrats ont été adoptées avec deux options. C'est ça qui a été adopté. J'étais la facilitatrice jusqu'au dernier jour. Nous avons adopté les questions pour lesquelles les syndicalistes ont décrié tout après, avec les deux options pour satisfaire tout le monde, pour éviter que l'on sorte de ces assises en queue de poisson. Je vous ai dit à l'entame, on a senti que c'était tendu du début à la fin. On a senti dans les propos des uns et des autres que c'était tellement tendu. On se demandait, mais finalement, ça va atterrir comment, dans quelles conditions? Lorsque les participants n'ont pas la même façon de voir les choses, on se demande si on ne va pas coucher d'une souris. Nous avons atterri en douceur, comme je l'ai dit, parce que les deux options ont été adoptées, prises en compte par acclamation, par les syndicalistes et par les autres. Mais il ne se serait pas retrouvé le lendemain pour aller décrier. Le fait qu'ils ne se retrouvent pas, là vous voulez vous demander mon avis personnel. Bon, en tant que facilitatrice, en tout cas, parce que moi, en tant que facilitatrice, j'ai fait adopter les recommandations avec les deux options. Et en tant que vous, personnellement? Et contre. En tant que moi, personnellement, je crois que je me réserve le droit de dire quelque chose sur ça, parce qu'il y a eu tellement de choses qui se sont passées entre le jour de l'adoption en plénière et le jour de la clôture. Ce qui s'est passé après, je n'y ai pas participé. C'est pour ça que je me réserve vraiment le droit d'émettre un avis sur cette question-là. Et peut-être dans les jours qui viendront, on pourrait éventuellement se prononcer. Après, j'ai lu le communiqué de magistrats, des syndicalistes, leur communiqué, nous avons lu leur mécontentement, on a vu des vidéos. Ils ont également même porté plainte contre le rapporteur. À ce stade, vous savez comme moi, que quand il y a déjà une plainte, ça suppose que c'est une instruction, on ne peut plus commenter. Donc je me réserve vraiment le droit je me réserve vraiment de dire quoi que ce soit par rapport à cette question précise. Mais tout ce que je signale ou je soulève, c'est que les options qui ont soulevé beaucoup d'encre ont été adoptées à l'unanimité, mais avec deux options. C'est ce qu'il faut retenir. Maître Joséphine, ce climat, enfin je vais appeler ça, cette image que cela a donné dans la communauté, les magistrats
le ministère de la Justice et les autres acteurs engagés, impliqués dans le bon fonctionnement de la justice, l'image qui a été donnée, c'était une image des relations tendues. Et vraiment, on reste sur notre soif de voir, en tout cas parce que ce sont les magistrats qui sont sur terrain, qui doivent exécuter ces résolutions. Alors, l'on se demande, lorsqu'il n'y a pas de bonnes relations, parce que c'est vraiment ça, c'est que ça donne dans l'opinion, c'est qu'il n'y a pas de bon rapport entre le ministre des tutelles et les acteurs, ceux qui sont sur terrain. Et l'on se demande, est-ce que ça sera quoi la suite, ça sera quoi le climat d'après, parce qu'ils sont obligés de travailler ensemble, mais les uns et les autres ne se mettront pas des crocs en jambes. Nul n'ignore que les relations entre le ministre de la Justice et les magistrats a toujours été en dents des scies. C'est les je t'aime moi non plus, mais on est obligé de faire avec. Je pense qu'il y a toujours, de ce que j'ai vu, de ma petite expérience, des ministres que j'ai vus passer avant, il y a toujours eu ces moments tendus, mais après ils arrivent à trouver un modus operandi pour que personne ne soit frustré, que ce soit au niveau de l'autorité elle-même et que ce soit au niveau des magistrats. Mais ces rapports distendus tels qu'elles sont, ça a toujours existé, mais ils arrivent à surpasser ça et de se dire que nous sommes là pour une cause noble. Parce qu'en tout ça, c'est les justiciables qui en pâtissent. Et ils feront des efforts. Je suis sûre qu'ils vont faire des efforts pour arriver à arrondir les angles, pour qu'ils se comprennent. J'ai vu, lors des États généraux, le ministre de la Justice a reçu les magistrats. Parce que déjà, même pendant les assises, c'était très tendu. Il les a reçus pendant plus de 2 heures. Maître Joséphine, nous avons suivi également une intervention, je crois que ça doit faire le professeur Thibaut Kalala, qui parlait de l'instauration de la Cour, du Conseil supérieur de la justice en remplacement du Conseil supérieur de la magistrature. Comment avez-vous, là je voudrais juste avoir votre avis à vous, est-ce qu'il y aurait-il des conséquences, y aurait-il des effets positifs lorsqu'on mettrait par exemple en place le Conseil supérieur de la justice en lieu et place du Conseil supérieur de la magistrature? Alors, personnellement, nous, au niveau de la CAJ, nous avons émis quand même des réserves à ce sujet. Je crois que je l'ai dit peut-être sans vraiment m'y atteler. On y a émis beaucoup de réserves parce que je pense que notre pays, nous ne sommes pas encore prêts. Les ingérences, il y en a beaucoup au niveau de la justice. Le trafic d'influence, pesanteur politique. Transformer le Conseil supérieur de la magistrature en Conseil supérieur de la justice, je ne pense pas que cela pourrait changer les choses. Quoique ce n'est pas une mauvaise idée. Mais est-ce que c'est le moment de le faire? Pour nous, ce n'est pas le moment de le faire. Il faudrait laisser cette indépendance telle qu'elle est. Parce que, après avoir consulté quand même les gens qui ont plus d'expérience que moi, ils disent qu'on était dans ce système-là. On en est sorti justement à cause des pesanteurs politiques, les influences, les trafics, de tout ça, les politiques qui s'en sont mêlés. Mais est-ce qu'aujourd'hui, déjà en tant que Conseil supérieur de la magistrature, ça existe? Est-ce que cela va changer? Parce que ouvrir ça, renommer ça en disant Conseil supérieur de la justice, cela sous-entendait, d'après le prof Thibaut Kalala, on mettrait le chef de l'État, il siégerait, on mettrait le ministre de la Justice qui va siéger, qu'on ouvrirait aux avocats, qu'on ouvrirait aux membres de la société civile, il y aura même des religieux, et il y a beaucoup d'autres personnes. Mais est-ce que c'est là, pour autant, ça va changer le fonctionnement de l'administration de la justice? Je reste sceptique sur cette question parce que aujourd'hui, dans le format actuel, beaucoup de décisions ont été rendues
au détriment des plus pauvres, parce que ceux qui ont eu le pouvoir ou qui ont le pouvoir sont venus au nom d'une certaine hiérarchie. Ils ont dit, c'est un dossier dû. C'est un dossier Justement. dû. Et ça influe sur les décisions qui sont rendues. Et si aujourd'hui, déjà voir le simple fait de savoir que le chef de l'État siégerait avec les membres du Conseil supérieur de la magistrature dans ce conseil-là. Et surtout Il qu'ils y a sont déjà nommés. la peur. Ils sont nommés par lui. Exact. Il y a déjà la peur de se dire, si je ne fais pas ce qu'on me demande de faire, il y a risque que je sois révoquée, que je sois remplacée. L'opportunité pour moi, c'est pas maintenant. Je pense que nous devons travailler sur l'homme congolais. Les réels problèmes de la RDC, c'est d'abord l'homme en lui-même. Pourtant, je crois que ça part du Zaïre. Même Mobutu l'avait décrit aussi en son temps. L'homme zaïrois. On est passé de l'homme zaïrois à l'homme congolais. C'est d'abord l'homme en lui-même. Mais ce n'est pas aussi un peu l'inefficacité de cette justice qui n'arrive pas à changer, parce qu'il y a quand même des mécanismes qui peuvent faire en sorte qu'on puisse changer. La sanction qui n'est pas exemplaire, qui n'est pas efficace. Vous avez dit le maître mot, la sanction, mais la vraie sanction, pas la sanction de façade. Jusqu'ici, nous assistons à des sanctions des façades. Pourquoi? Quand vous voyez quelqu'un qui a détourné autant de millions, qu'après, il se retrouve à circuler librement, blanchi. Certains ont bénéficié des grâces présidentielles, mais ils circulent librement. La sanction n'est pas là. Cette affaire de l'homme congolais remonte. Ça remonte mais il faut un sursaut d'orgueil, il faut un sursaut patriotique, en disant que c'est notre pays. Et nous devons faire en sorte que les choses changent. Mais il faut que ça parte de quelqu'un. Au niveau de la magistrature, il y a des bons magistrats. Tous ne sont pas mauvais. Et il y en a de bons. Il y en a qui acceptent de rouler soit en taxi, soit avec leur petite voiture, mais qu'ils restent intègres. Et il y en a des magistrats intègres. Tous ne sont pas mauvais. Mais aujourd'hui, je pense que comme toute règle de vie sociétale, on sait que... sortir des exceptions. Exactement. Mais généralement, le mauvais l'emporte sur les bons. Et c'est ce qui fait qu'on voit, on participe ou on assiste à ce chaos au niveau de la justice. Au niveau de la cage, pour chuter, Maître Joséphine, si on vous avait demandé de pouvoir donner un avis sur les résolutions qui vous ont, vous, personnellement touché, et vous vous dites, si on arrive à mettre ça en exécution, les choses vont réellement changer dans le fonctionnement, dans l'administration de la justice en République démocratique du Congo. La sanction, le salaire régulier, les infrastructures, la couverture santé, ce sont des trucs basiques qui peuvent permettre aux gens de vivre sans envier l'autre. Aujourd'hui, nous sommes dans une société, tout le monde envie tout le monde. Tout le monde veut rouler dans des grosses cylindrées. Tout le monde veut partir à Dubaï. Tout le monde veut partir en Europe. Tout le monde veut être en business class quand il voyage. Et c'est là, ça veut dire qu'on doit faire des messes basses pour arriver. Mais je pense que si on met un magistrat dans les conditions, parce qu'ils ont longtemps décrié les frais de fonctionnement, les conditions socio-professionnelles, qu'on améliore les sociales du magistrat, les conditions socio-professionnelles, si on les améliore, je pense que ça sera déjà un début. Parce que ceux qui sont intègres aujourd'hui, malgré la précarité auquel ils font face, ne les empêche pas de continuer de venir faire leur travail. Pour la plupart qui ont accepté de devenir magistrats, c'était par vocation. Ils ont accepté de le faire. C'est un apostolat pour certains, pour ces personnes intègres. Je pense que si on commence déjà à les mettre dans les conditions là, ça rendrait la profession noble. Un magistrat, c'est une personne noble, comme un avocat. C'est une personne noble. Mais si on le met dans les conditions, vous verrez que à chaque fois, ça va s'améliorer et qu'il y ait vraiment la sanction. Donc, comme pour dire que la plus grosse responsabilité repose sur le pouvoir public. C'est ça. Merci beaucoup à Madame Joséphine Bella de nous avoir accordé de votre temps. Ça a été un plaisir. Vous avez compris que nous avons
échangé longuement sur des questions relatives aux assises qui se sont tenues à Kinshasa sur les états généraux de la justice. Vous avez compris la position de la CAJ, l'amélioration des conditions socio-professionnelles des magistrats, la disponibilisation des infrastructures adéquates, la sanction exemplaire. Elle a évoqué, en tout cas, ce qu'elle a considéré, ce qu'elle a qualifié comme étant une thérapie, rentrant dans la thérapie pour guérir la justice congolaise. Mesdames et messieurs, merci de votre attention, de tous qui nous suivez partout ailleurs sur la chaîne de l'unité nationale Congo 26. Nous vous retrouvons prochainement avec un autre numéro. Au revoir.